toutes, bonsoir à tous. Dans ce dernier débat du Paris Air Forum 2022, comment ne pas traiter des questions d'extraterritorialité? Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas Michel Cabirol, qui connaît ces sujets bien mieux que moi, mais qui m'a demandé de le remplacer pour ce sujet qu'il traite régulièrement dans les colonnes de la Tribune. Et il voulait qu'on fasse, pour cette édition, à la fois un bilan du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, puis tracer un peu les perspectives sur ce sujet complexe et sensible, à la fois du second, puisqu'il y a un second quinquennat, mais également de la dimension européenne. Est-ce qu'on peut européaniser ce sujet au moment où une crise géopolitique mondiale est en train de changer peut-être fortement la donne par rapport à la façon dont on pouvait voir le sujet jusqu'à présent. Comme vous le savez, la question évidemment pose la question de la réglementation extraterritoriale, souvent et la plupart du temps américaine, qui peut être une atteinte à la souveraineté des pays. Et je vais commencer par donner la parole à Raphaël Gauvain, donc le député qui a écrit un rapport sur ce sujet. Je vais présenter également les intervenants de la table ronde. Donc avec nous, Raphaël Gauvain, député LRM de Saône-et-Loire, qui a fait plusieurs rapports sur ces sujets. Sophie Semla, qui est à côté de moi, qui est avocate au barreau de Paris et de New York et associée du cabinet Gide, Laurette Noël. Nicolas Ravaille, qui est là-bas, qui est professeur à l'école de guerre économique. À côté de lui, Emmanuel Pitron, responsable de l'activité éthique et des affaires LADIT, qui fait donc de l'intelligence économique. Et enfin, Thierry Carlier, qui est directeur du développement international à la Direction générale de l'armement, parce qu'on évoquera également les aspects de défense, comme je le disais, avec les conséquences de la guerre en Ukraine. Alors pour commencer, Raphaël Gauvain, peut-être donc à partir de à la fois le rapport qui a révélé la prise de conscience qu'il y a réellement aujourd'hui de l'ampleur de ce sujet, pouvez-vous nous faire un peu un bilan de ce qui a été fait, puis on verra après ce qui reste à faire. Bonsoir à tous. Alors, vous venez de le dire, je crois que le principal élément du bilan donc de ces 5 ans par rapport à l'extraterritorialité, je pense que le point le principal, c'est la prise de conscience de l'ensemble des acteurs, que ce soit évidemment les industriels, mais également le personnel politique, et puis plus largement le grand public sur ces enjeux d'extraterritorialité. Quand il y a 5 ans ou même il y a 10 ans, on parlait de guerre économique, que le droit est une arme dans le cadre de cette guerre économique, que les affaires Alstom ou BNP Paribas, c'était pas des cas isolés, mais que ça relevait sans doute de quelque chose de bien plus profond et d'une véritable politique qui a été mise en place, notamment par les Américains, et que les entreprises françaises et notamment les entreprises européennes et notamment les entreprises françaises étaient les cibles de tout ça, très très vite, on pouvait nous prendre pour des dangereux complotistes. Et je crois que très profondément, alors je pense que le rapport y a aidé, mais il y a aujourd'hui cette prise de conscience de l'ensemble de ces enjeux. Tout ça a été aidé par, notamment depuis la crise sanitaire, où vous l'avez vu, ces questions, l'enjeu politique de la souveraineté ou de l'indépendance, c'est quelque chose qui est évidemment, de manière objective, revenu au premier plan. Donc, il y a eu cette prise de conscience. Deuxièmement, le gouvernement, enfin les politiques, ont mis en place une politique on peut le voir aujourd'hui avec le gouvernement, l'intitulé du ministre de l'économie où on parle d'indépendance industrielle, ou le ministère de l'agriculture et de l'indépendance en matière alimentaire, quelque chose qui est revenu au premier plan. Donc ce qu'il faut maintenant, alors peut-être pour l'avenir, ce qu'il faut, c'est que maintenant, qu'on mette en place des instruments juridiques au service de cette politique. Moi, dans le cadre de mon rapport, j'avais fait un certain nombre de propositions, notamment qui concernaient la loi de blocage.
Pour rien vous cacher, donc j'avais déposé mon rapport en juin 2019. Il était prévu qu'on mette en place, enfin que le législateur se saisisse de cette question, mais vous savez ce qui s'est passé en mars 2020 avec la crise sanitaire, et la totalité des priorités, et notamment de l'agenda législatif, a été totalement bouleversée, et ça a fait partie des projets de loi qui sont un peu, pardonnez-moi l'expression, mais un peu passés à la trappe. Alors on a eu récemment, non pas une loi, mais un décret sur ces questions de loi de blocage qui a été mis en place. Enfin, on va pouvoir en débattre dans quelques instants, mais moi, à mon sens, c'est un premier pas, sans doute pas suffisant, mais c'est, en tout cas, il faut le saluer, c'est un premier pas. On verra il faudra sans doute aller plus loin. Moi, je crois beaucoup à la nécessité, notamment de traduire cela par une loi, parce que je crois que sur ces gens-là où la loi peut jouer le rôle, à avoir un effet perforatif, c'est-à-dire qu'elle permet de faire prendre conscience et d'avancer. Donc peut-être que dans le cadre du prochain quinquennat, il faudra sans doute donc aller plus loin, faire un second pas, et ça passera sans doute par l'adoption d'une nouvelle loi, donc sur ces questions notamment de loi de blocage, et puis aussi évidemment, mais on va le revenir, je ne veux pas monopoliser trop la parole, mais on va y revenir dans le cadre du débat, mais il y a un enjeu européen sur ces questions-là, de mobilisation de l'ensemble de nos partenaires européens. Alors là, la guerre en Ukraine a sans doute, là aussi, rebattu les cartes. Avant la guerre en Ukraine, notamment les Allemands qui étaient assez réticents à ces questions de mobilisation, de mise en place de législation contre l'extraterritorialité. Qu'est-ce que ça va devenir après la guerre en Ukraine? Enfin, en tout cas, je crois qu'il faut que, dans ce cadre-là, la France montre le chemin, se mobilise, et puis ensuite de porter ces sujets au niveau européen. Donc, en résumé, le bilan, donc c'est la question que vous m'avez posée. Le bilan, c'est avant tout cette prise de conscience au niveau de l'ensemble des acteurs et au niveau du personnel politique, et puis des avancées. Alors certes, certains pourront dire qu'elles ne sont pas suffisantes, mais c'est un premier pas, et les perspectives, il faudra sans doute aller plus loin et mettre en place de nouveaux instruments juridiques au service de cette politique d'indépendance, et notamment par rapport à ces questions d'extraterritorialité. Merci beaucoup d'avoir brossé ce cap et ce paysage. Peut-être Sophie Chemla, sur le côté pratique du terrain, puisque vous êtes avocate, donc vous défendez les entreprises, vous avez des cas concrets, j'imagine, en tête. Alors sans forcément rentrer dans le secret des affaires, est-ce que ce que vient de dire Raphaël Gauvain vous paraît correspondre à l'état de l'art, de la situation? Est-ce qu'on a amélioré les choses dans la prise de conscience? Est-ce qu'on a les moyens de se défendre aujourd'hui? Vous pouvez peut-être faire aussi un petit bilan j'espère que votre micro marche, sinon je vous passerai le mien, de la loi Sapin 2, du parquet national financier, de l'action, je dirais, quotidienne de cette question. Je vous passe mon micro. Salut. Bonsoir à tous. Il marche. Effectivement, au plan pratique et au plan judiciaire, on voit une évolution, une prise de conscience par les autorités judiciaires de ces sujets qui, effectivement, il y a 10 ans, étaient complètement des sujets qui passaient outre, et on se retrouvait à plaider devant des juridictions françaises pour des sociétés qui avaient signé des accords négociés aux États-Unis. Il y a une grande avancée avec la loi Sapin 2 et l'entrée en vigueur de la possibilité de faire des transactions avec le parquet, les CGIP. On voit que, notamment le parquet national financier, pour le pratiquer régulièrement et dans des affaires, parce que dans les affaires de corruption internationale, par exemple, ce sont toujours des dossiers extraterritoriaux, puisqu'il y a toujours des implications de plusieurs États, et souvent la France vient en concurrence avec les autorités américaines. On voit qu'il y a une réelle prise de conscience du PNF de ces sujets, une volonté d'attraper à soi les affaires
Et on l'a vu par certaines affaires emblématiques, je pense à Airbus qui a défrayé la chronique, Bolloré, ce type de dossier où les juridictions françaises ont pris les devants, ont engagé des poursuites contre les sociétés françaises, souvent en lien avec les autorités étrangères. Donc il peut y avoir soit des accords négociés qui sont globaux, ce qui a été le cas dans Airbus, qui est quand même un exemple du genre, et pour lesquels les autorités américaines ont été moins gourmandes, je dirais, qu'à l'habitude. Et puis d'autres dossiers qui sont moins médiatiques, mais dans lesquels on le voit en pratique en tant qu'avocat. Le PNF est très sensibilisé à ces sujets, il prend les choses en compte et indique contre ses homologues étrangers que voilà, c'est lui qui va poursuivre et que s'il y a un accord négocié, ce sera en France. Et on peut avoir un dialogue avec les autorités françaises, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans, où on plaidait, et les juges nous regardaient comme ça, oui, mais vous signez un accord aux États-Unis, mais là, ça a complètement évolué, et il y a une prise de conscience des entreprises qui, aujourd'hui, vont plutôt d'ailleurs voir les autorités françaises, non pour chercher la protection, mais en se disant, voilà, s'il y a un problème, alors on n'est pas du tout dans l'autodénonciation, on est très loin, et même aux États-Unis, ça n'existe pas tant qu'on le dit, mais on est dans une évolution où il y a une prise de conscience et une volonté des autorités françaises d'attraire à elles les sujets français. Et puis on voit aussi que certaines entreprises sont condamnées. On le voit aussi, pas seulement avec le PNF, mais la CNIL. Parce que le PNF a signé des CGIP avec des entreprises étrangères, mais c'était dans des affaires de fraude fiscale, donc on ne peut pas véritablement parler d'extraterritorialité sur l'impôt. Mais la CNIL a sanctionné des sociétés comme Google, de montants d'amende assez importants. Alors, pas les montants qu'on connaît aux États-Unis, on ne parle pas de milliards, mais de centaines de millions d'euros déjà, pour des pratiques en violation avec les règles, alors à l'époque c'était la loi informatique et liberté, mais du RGPD. Donc on voit qu'il y a une évolution. Après, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table, il faut appeler à une prise de conscience européenne, parce que c'est pas qu'au niveau de la France, et on peut espérer qu'en matière pénale, par exemple, le parquet européen, alors ça ne vise que les infractions à l'état de l'Union, mais ça pourrait être une voie vers une évolution peut-être plus large, permettrait de développer cette extraterritorialité européenne. On va y revenir. Alors, peut-être Emmanuel Pitron, je disais, vous travaillez pour une agence d'intelligence économique. Comment vous voyez-vous la perception de la menace par les entreprises françaises? Et est-ce que le cadre qui vient d'être brièvement rappelé répond aujourd'hui à leurs préoccupations? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a eu une vraie prise de conscience et que ce constat qu'on faisait, qui était celui finalement de la forte médiatisation de cas extrêmement visibles, que ce soit Alstom, que ce soit finalement l'ensemble de secteurs stratégiques, puisque je rappelle que les grandes décisions extraterritoriales d'un point de vue de guerre économique touchaient le secteur des infrastructures télécoms, le secteur des infrastructures énergétiques, le secteur des grands acteurs de l'énergie, les grandes banques. C'est pas encore le Roquefort, oui, c'est sûr. Pas encore, mais en tout cas, c'était aussi ça la prise de conscience. C'est-à-dire que derrière les enjeux, c'était des pans extrêmement structurants, stratégiques de l'industrie nationale, qui fait d'ailleurs écho au débat qu'on a aujourd'hui sur la réindustrialisation, qui est un enjeu majeur, et de réappropriation de nos intérêts et de la maîtrise à la fois de savoir-faire, de technologie, et la capacité à maîtriser et à promouvoir des savoir-faire français. Donc, je crois que cette prise de conscience, elle est réelle, et l'évolution finalement, et Sapin 2, je pense, a effectivement incarné cette évolution au cours des 5 dernières années. C'est d'abord que dans les entreprises, ce sujet est totalement pris à bras-le-corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fonction de conformité, elle a trouvé sa place dans les entreprises. Elle s'est structurée. Elle a pris sa place, parfois même plus que d'autres. Moi, je suis frappé que parfois... Dans certaines banques, énormément. Dans certaines banques, énormément, mais dans des entreprises où on était assez loin de ces sujets, aujourd'hui, ça devient une fonction extrêmement sensible, extrêmement stratégique, auquel les dirigeants, auquel les boards accordent la plus grande attention. Donc je pense que ça, c'est déjà un élément de prise de conscience et d'évolution extrêmement fort qu'on constate. Alors, c'est vrai qu'on est au Paris Air Forum. Les entreprises qui sont dans ce secteur, notamment défense, aéronautique, sont sensibilisées depuis très longtemps à ces questions-là. Je pense que depuis la convention OCDE, les grands
acteurs de la défense avaient déjà anticipé ce que seraient les enjeux de l'extraterritorialité. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est la capacité à ce que l'ensemble de la chaîne de ce secteur soit mobilisée et que, y compris dans le rang 1, le rang 2, par exemple, du secteur défense, cette prise de conscience est totale. Donc ça, je crois que c'est le premier élément. Le deuxième, c'est ce qu'on a dit au niveau national. C'est vrai au niveau judiciaire, ça vient d'être dit, mais je crois que c'est vrai plus globalement dans la prise de conscience de l'ensemble des acteurs publics et privés sur la nécessité de prendre ces enjeux et d'être dans une logique aussi de prévention et d'anticipation. Au niveau européen, je pense qu'on constate aussi au cours des 5 dernières années une évolution. La plupart des législations nationales, puisque si on parle de l'anticorruption, on reste encore dans une dimension très régalienne, ont évolué de manière assez parallèle à la France. Et quand on parle d'un certain nombre de sujets qui sont un peu plus communautarisés, on en a parlé sur le RGPD, mais on peut parler d'autres secteurs, il y a effectivement une dimension aussi européenne. Et puis, je crois que la prise de conscience et l'évolution, on la constate aussi très fortement sous la pression du secteur financier. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit les grandes banques de financement, les fonds d'investissement, les fonds de private equity, les fonds d'infrastructure, aujourd'hui, cette préoccupation-là de comment lutter contre les défauts de l'extraterritorialité et se prémunir en termes de conformité, ça existe. Alors, je pense que toute cette évolution est réelle. Il n'empêche que la menace existe. Et la menace n'a pas totalement disparu. Je pense que la menace, d'abord, elle reste forte. Et elle reste forte pour tous les secteurs, et pas que pour les secteurs les plus stratégiques. Donc je crois qu'il faut garder à l'esprit qu'il ne faut pas se satisfaire de ces évolutions. Il faut garder à l'esprit l'existence de la menace. Deuxièmement, la menace a changé de nature, notamment sous l'effet de la technologie. Je pense qu'au cours des 5 dernières années, il y a eu une très forte amplification du risque de la menace par l'effet d'interdépendance technologique, numérique, digitale, ne serait-ce que parce que les éléments de protection sont de plus en plus soumis à des éléments techniques et technologiques. Et donc, là, vous pensez au cloud, par exemple ? Je pense bien sûr au Cloud Act, qui est un élément qui peut créer des éléments de risque. Mais je pense aussi tout simplement au fait que les acteurs du digital restent encore essentiellement anglo-saxons. Et que donc si on confie des éléments stratégiques ou de secret des affaires à des acteurs anglo-saxons, ou en tout cas si on ne fait que ça, il y a des risques et il y a des enjeux qui doivent être pris en compte. Il faut savoir ce que l'on confie et ce que l'on ne confie pas. Et puis je crois qu'il y a un troisième élément. À condition d'avoir une alternative. Alors à condition d'avoir une alternative, mais c'est aussi ça. Je pense la prise de conscience, elle est aussi ça. Elle est dans la capacité à développer des alternatives, y compris d'un point de vue technologique, y compris en termes d'intelligence artificielle, etc. Mais je crois que cette menace, aujourd'hui, il faut aussi intégrer son évolution et le fait qu'elle a pris d'autres formes. Pour moi, il y a 3 caractéristiques majeures à cette menace. La première, c'est ce que j'appellerais le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que je constate encore un peu trop chez certaines entreprises la crainte de la réaction américaine. C'est-à-dire que même quand on a pu opérer un certain nombre d'opérations d'intelligence économique qui mettent à mal les comportements d'entreprises américaines qui ont clairement et ostensiblement commis des actes de corruption en Europe, leurs concurrents européens ne sont pas encore totalement tentés pour aller faire une dénonciation de leurs concurrents américains. Parce qu'il y a une crainte du 2 poids, 2 mesures, et elles ne se sentent peut-être pas totalement solides. Et j'ai un cas en tête où le client a préféré aller clairement traiter le sujet sous l'angle antitrust à Bruxelles en se disant que ça serait moins risqué que de le traiter sous un angle anticorruption. Donc ça, je pense que c'est un premier exemple de la menace telle qu'elle est perçue. Le deuxième, c'est la double peine entre l'extraterritorialité chinoise et l'extraterritorialité américaine. Et pour les entreprises européennes qui sont coincées entre les deux, c'est un enjeu qui est particulièrement sensible. Ne serait-ce que parce que les Chinois ont clairement renforcer leur dispositif. On le voit par exemple sur l'évaluation des tiers, la capacité à accéder à l'information stratégique en Chine est aujourd'hui vraiment complexe et met à mal, voire met en risque les gens qui s'en occupent. Donc c'est un enjeu. Et si on prend les sanctions sur la guerre en Russie et en Ukraine, il y a un risque pour des entreprises européennes d'avoir des contournements de sanctions par la Chine qui mettent en risque les entreprises européennes. Donc ce sujet de double peine, c'est une menace qui change de nature et qu'il faut aussi prendre en compte. Et le dernier élément, c'est celui de la perte de terrain. C'est-à-dire que quand on voit les grands groupes cotés ou des groupes avec des pressions financières fortes, aujourd'hui, il y a une réduction de l'empreinte géographique des groupes, de par le phénomène d'extraterritorialité. Et donc on va lâcher un certain nombre de territoires qui sont compliqués ou de pays émergents compliqués
sous l'angle, par exemple, du droit ou sous l'angle de la corruption. Et on laisse le terrain à d'autres acteurs, d'un point de vue guerre économique, qui, eux, ont peut-être pas tout à fait les mêmes préventions. Donc je pense qu'aujourd'hui, la menace, elle a changé de nature, ce qui n'enlève pas le caractère très structurant de toutes les mesures qui ont été prises. Et le sujet sur le blocage va tout à fait dans ce sens-là. Je pense qu'on a de bonnes mesures défensives, mais je pense qu'on a un sujet plus offensif et à travailler et à structurer. On va revenir. Nicolas Ravaille, on parlait de défensif, offensif. Vous êtes professeur à l'école de guerre économique. Donc la guerre économique, je me souviens d'un titre d'un livre, quelqu'un qui travaillait à la Tribune, Adieu que la guerre économique est jolie. En fait, elle n'est pas très jolie non plus. Et donc, cette guerre économique, aujourd'hui, elle porte un nom, le sujet de la souveraineté. Et on voit les débats de souveraineté nationale. Est-ce qu'on peut avoir une réponse européenne? Est-ce que vous y croyez? Enfin, je crois que vous n'y croyez pas trop à date. Est-ce que l'Europe peut être la bonne échelle pour prolonger ce qui vient d'être fait? Oui, bonsoir. Là, effectivement, moi j'enseigne donc les stratégies d'intelligence économique par rapport aux politiques européennes. Je défends aussi des opérateurs économiques français sur la scène européenne. Et l'échelle de réponse, c'est clairement l'Union européenne. De toute façon, la souveraineté en matière de politique commerciale, elle est européenne. On a transféré l'ensemble de nos compétences. La question, c'est pourquoi l'Union européenne ne réagit pas. Et elle ne réagit pas, alors souvent on dit l'Europe est trop faible, trop lente, etc. Ça, c'est pas vrai. Si elle ne réagit pas, c'est parce qu'elle est forte et parce qu'elle est stratège. On avait évoqué lors de la précédente édition le fait que sous présidence française, il y aurait une initiative qui serait lancée par l'Union européenne sur le sujet, et il n'y en a pas. Et c'est pas à cause de la crise Covid, c'est pas à cause de la guerre russo-ukrainienne qu'il n'y a rien. C'est-à-dire, quand on veut, on peut, on fait, et l'Union européenne peut décider très vite quand elle en a envie. Si elle le fait pas, c'est qu'elle estime qu'il n'y a pas intérêt. Pour une raison simple, il y en a plusieurs, mais la principale, c'est la protection de ses excédents commerciaux. L'Union européenne, aux États-Unis, c'est plus de 150 milliards d'euros d'excédents commerciaux par an. Et ça, depuis des années. Alors, c'est 10 milliards de plus tous les ans. Donc, si on durcit les relations avec les États-Unis, on sait qu'ils vont durcir leur cadre législatif et on n'y a pas intérêt. Donc, pour l'Union européenne, l'extraterritorialité du droit américain, je vais être un peu réducteur dans l'expression, mais je pense que c'est juste, c'est l'arme du faible. Ils utilisent ça parce que pour eux, c'est le moyen d'opérer une correction économique. De même que l'Union européenne ne fait pas de géopolitique, ça fait perdre des marchés. L'Union européenne, c'est la protection des intérêts commerciaux. Pour l'Allemagne, ça représente 70 milliards d'euros. Le problème, c'est la France. C'est que la France n'a pas des intérêts forcément alignés sur le reste des autres Européens, parce que notre commerce extérieur, et c'est ce qui nous appauvrit considérablement, la France n'est pas un pays qui dépense trop, c'est un pays qui ne gagne pas assez, et donc c'est un pays qui s'est affaibli dans l'Union européenne et qui n'arrive pas à peser. C'est un pays qui n'envoie plus de messages, qui ne se bouge pas, et ça, il faut le corriger. Et ça, c'est absolument urgent, parce que même pour l'Union européenne, il faut garder cet équilibre-là, ce qui signifie aussi que l'extraterritorialité du droit ne nous frappe pas de la même manière. Si on prend l'exemple du code pénal français, qui permet de requalifier une arme par destination, une bouteille d'eau, une voiture foncée sur quelqu'un, on va requalifier ça d'arme par destination dans l'intention de tuer ou de blesser. En France, on est tué, c'est-à-dire qu'il y a des prédations d'entreprise. Ça fait très mal. En Allemagne, ils ont été blessés, on leur inflige des amendes. Mais quand vous avez 70 milliards d'excédents commerciaux, il faut payer une amende, vous la payez, alors vous considérez que c'est du racket. Ça vous embête, c'est comme un moustique qui vous pique, ça énerve, ça irrite, mais ce qu'il faut surtout pas, c'est que le système change. Or, pour qu'il change, il faut faire pareil. Faire pareil, ça veut dire installer l'extraterritorialité du droit européen. On avait tout à fait, vous l'avez rappelé, moi j'ai porté cette proposition au moment où on a créé le parquet européen qui est compétent pour les questions de fraude, en lien avec le budget de l'Union européenne, même pas au-delà, c'est limité au budget de l'Union européenne. On aurait pu aller au-delà, ils n'ont pas voulu. Et donc la première raison, c'est surtout pas durcir les relations commerciales, parce que l'Union européenne, elle est globalement gagnante et qu'elle estime qu'il n'y a pas intérêt. Que tout ça est sous contrôle allemand, parce que président de la Commission, directrice générale de la DG Commerce et président de la Commission du commerce au Parlement européen, Bernd Lange, c'est un alignement complet en termes de contrôle du processus de décision européen. Et en plus, il n'y a pas de message envoyé par la France pour inverser ça. Et puis, peut-être un autre sujet aussi, qui est d'ailleurs très d'actualité, c'est que
puisqu'on n'arrive pas à créer un droit européen, on a quand même 2-3 petits éléments de réponse qui sont intéressants. Bon, totalement en marge. On a des règlements de filtrage des investissements étrangers, on pourra activer ça aussi un peu autrement. On a des outils sur les distorsions de subventions qui viennent perturber le marché intérieur. On n'est pas naïf, on est capable de s'organiser quand on veut. Ça prouve bien que si on n'agit pas sur l'extraterritorialité, c'est qu'on ne le fait pas. On en a un qui est une proposition de décembre 2021 de la Commission européenne qui est actuellement en débat au Parlement européen, qui est contre la coercition, c'est-à-dire protéger les investissements et les relations commerciales de l'Union européenne, qui est quand même sans doute le plus intéressant, qui devrait nous permettre d'avoir un peu d'éléments de réponse. Mais l'objectif à chaque fois, c'est le dialogue, parce que tout ce qui se durcit, ce sont des menaces de représailles, et on a plus à perdre au niveau européen qu'à gagner à jouer à cela. Dernier élément, c'est très lié à la défense, et c'est peut-être la transition qui va pouvoir être opérée. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le Fonds européen défense. C'est que beaucoup d'États membres, notamment l'Allemagne, ont trouvé la solution pour neutraliser l'extraterritorialité du droit américain. Ils font du lobbying aux États-Unis. Alors, aucun Européen n'est influent auprès du président des États-Unis, auprès des organisations américaines. En revanche, les Américains, oui, eux, ils sont influents. Quand l'Allemagne, puisque la guerre russo-ukrainienne, et je n'enlève rien à la responsabilité de la Russie, dans le déclenchement de la guerre, la barbarie qu'elle emploie, mais on assiste à une correction économique au profit des États-Unis. Cette correction économique montre que l'Allemagne est capable de faire un chèque de 100 milliards d'euros en matière de défense, quasiment du jour au lendemain, qui va profiter à l'industrie de défense américaine, puisque c'est même une bataille entre Américains sur le sol européen, entre Boeing et Lockheed Martin, entre les F-18 et les F-35. 100 milliards d'euros, les Américains, ils ne sont pas unis. Je ne suis pas spécialiste des États-Unis, mais les Européens savent diviser les Américains. On sait les diviser. On a su affaiblir l'industrie automobile américaine en profitant de la commande des marchés publics de défense en Europe, ce qui fait que ça protège les intérêts allemands. Les 100 milliards de commandes de défense auprès de l'industrie aéronautique, ça les protège de représailles sur autre chose. Donc c'est Lockheed Martin qui se transforme, c'est Boeing, en lobbyiste des intérêts allemands sur la scène américaine, et en l'occurrence, eux, ils prennent moins les coups que nous. Notre drame, c'est d'être concurrents des Américains sur les mêmes segments. L'Allemagne peut faire ce qu'elle veut. Ou la France. La France, oui, pardon. Oui, excusez-moi. La France, on l'avait compris. L'Allemagne peut faire ce qu'elle veut avec les directives marché public. Elle peut acheter du matériel de défense aux États-Unis sans craindre d'avoir de représailles au niveau du droit européen. Mais nous, et en revanche, les Américains, ils pourraient taxer des intérêts civils allemands. Donc si je vous suis bien, c'est des Mercedes contre des F-35. Voilà, c'est un troc. D'ailleurs, l'Union européenne, elle l'écrit, dans les documents, on écrit trade-off, on utilise le terme anglo-saxon, on fait du troc. Alors on va en parler peut-être avec Thierry Carlier, mais est-ce que le jeu des sanctions, il y a quand même eu une réponse européenne assez forte sur la crise ukrainienne, il y a des sanctions, est-ce que c'est pas quand même le signe d'un réveil? Alors même si on n'a pas forcément, peut-être on a trop tardé sur les investissements en matière de défense en Europe pour être en mesure d'avoir une certaine autonomie stratégique. Alors est-ce que Thierry Carlier, de quelle façon d'abord à la DGA vous voyez cette problématique? Est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit? Et bon, le sujet est vaste, peut-être vous pouvez le cadrer, puis on continuera le débat les uns avec les autres. Je vais essayer, bonsoir à tous déjà, et je vais essayer déjà de parler des problématiques d'extraterritorialité telles qu'on les voit nous, en fait, dans les questions d'armement, et effectivement de rebondir sur ce qui a été dit. Donc c'est sûr qu'on espère quand même, pour faire un lien direct avec le propos précédent, que les 100 milliards d'investissements allemands n'iront pas exclusivement vers l'industrie américaine. Donc c'est vrai que ce qu'on voit de premiers frémissements vers une acquisition de F-35 peuvent effectivement laisser entendre ça. Mais d'un autre côté, je vais essayer aussi de vous parler dans un deuxième temps des initiatives aussi que vous avez vues côté commission, la communication récente de la commission, ou ce qui a été dit aussi dans le cadre des stocks, du Conseil européen du 30 et 31 mai, où évidemment on dialogue aussi avec nos partenaires allemands et puis d'autres pays, pour dire en fait ça n'est pas non plus une fatalité que de considérer qu'il n'y a que la BITD américaine qui s'est livrée à court terme, et donc justement qu'est-ce qu'on peut faire nous en Europe pour renforcer en fait le fait d'avoir aussi
une industrie qui est plus réactive et qui sait effectivement faire face au challenge qu'on a actuellement avec la crise ukrainienne. Et effectivement, comme vous le dites, ces problématiques à la fois de recomplètement de stock, et puis aussi d'avoir, si c'est possible, des possibilités de remonter en puissance et de fourniture plus rapide et plus réactif par nos chaînes de production. Mais peut-être avant ça, donc deux volets, en essayant d'être rapide bien sûr, sur comment on voit les questions d'extraterritorialité, notamment américaine, dans nos questions d'exportation d'armement. Parce qu'en fait, c'est ça. Pour nous, la pratique, c'est... les Américains, en fait, c'est comme nous. De ce point de vue-là, il n'y a pas de différence. Ils ont tout à fait le droit d'avoir une réglementation performante dans le domaine du contrôle des exportations d'armement. Donc ça s'appelle ITAR. Et il y a aussi un volet qui concerne les biens à double usage, qui est la réglementation EAR. Donc en soi, je dirais, rien de contestable à ça. C'est tout à fait légitime de leur part, comme de la nôtre, d'avoir une réglementation performante en la matière. Là où effectivement ça peut commencer à devenir un problème pour nous, c'est la portée extraterritoriale de l'application de ces réglementations. Et notamment, ça s'avère problématique à partir du moment où l'exercice qu'ils en font, on va considérer qu'il n'est pas nécessairement lié à la compétence personnelle de l'État américain. Donc on a pu évidemment voir ça de par l'application qu'ils font de ces réglementations et notamment les enquêtes, les systèmes d'enquête qu'ils peuvent mener vis-à-vis d'industries européennes, ce qu'on appelle notamment le Blue Lantern dans le cadre de l'ITAR. Les difficultés aussi qu'on a, mais on discute, je vais y venir bien sûr, on discute avec nos partenaires américains de manière assez positive, parce que eux-mêmes aussi, que ce soit le département d'État ou le département de la Défense au sein de l'administration américaine, ils sont conscients en fait des pesanteurs et de la rigidité de la réglementation ITAR. Je rappelle d'ailleurs que sous l'administration Obama, il y avait une réforme qui avait été lancée par le département du commerce, parce qu'ils avaient eux-mêmes compris que dans certains cas, c'était un frein à évidemment l'efficience de leur base industrielle et technologique de défense, puisque ça a amené aussi pour eux des freins à l'exportation, notamment au niveau des composants ou des équipements vers des maîtres d'œuvre européens. Donc pourquoi c'est une problématique? C'est parce que, et ça a été dit aussi, à partir du moment où l'application de ces réglementations couvre un champ très large, et notamment ce qu'on appelle les intangibles, donc les logiciels ou les services, eux-mêmes en fait, effectivement, reconnaissent qu'il y a une difficulté dans la manière de cerner l'application de cette réglementation et la façon dont va s'exercer le contrôle. Donc du coup, ça génère aussi chez nos entreprises une forme de crainte et une forme aussi de conformité ou de surcompliance dans la façon dont ils vont appliquer ces réglementations. Et donc du coup, évidemment, ça fait peser un risque. Alors, la réglementation ITAR ou EAR, elle a aussi un caractère qu'on peut qualifier de contaminant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, dès lors, par exemple, qu'on va développer ou chercher à développer un produit commun entre une entreprise américaine et une entreprise française, toute participation d'une équipe d'ingénieurs américains, par exemple, à un développement, la communication de savoir-faire, fait que l'administration américaine, in fine, peut considérer que l'ensemble du produit est ITAR dès lors qu'il y a eu en fait une participation ou des échanges de documentation technique. Donc effectivement, ça va extrêmement loin. Ça va très loin, c'est ça. Donc du coup, forcément, c'est un frein. C'est ce qu'on explique d'ailleurs aux Américains. On dit c'est pas nous-mêmes, on pourrait considérer d'avoir des champs de développement, de coopération qui soient beaucoup plus larges avec vous, mais vous voyez bien que c'est l'application elle-même de votre réglementation qui peut être un frein dans ce domaine-là. Alors ça ne veut pas dire d'ailleurs que nos entreprises ne coopèrent pas avec les entreprises américaines, c'est-à-dire que certaines ont eu aussi des logiques de développement de filières ou de produits qui sont itarisés. Voilà, c'est-à-dire qu'on l'accepte, ça veut dire que c'est une version ou un équipement qui sera spécifique pour traiter le marché américain ou dans un domaine où on accepte une dépendance parce que ça sera évidemment à ségréguer totalement de la version européenne de l'équipement pour lequel, du coup, effectivement, on ne peut pas accepter de dépendance.
Voilà, alors rapidement, bon quand même, comme je l'indiquais, on dialogue, moi je considère de manière constructive avec l'administration américaine sur ces sujets. Moi je dialogue avec le département de la Défense et le département d'État. Il faut savoir aussi qu'entre le président Macron et le président Biden, depuis l'automne 2021, a été lancée en fait une démarche un petit peu de rééquilibrage qui va nous conduire à avoir un dialogue qu'on espère plus équilibré avec les Américains en la matière, ce qu'on appelle un Defense Trade Dialogue, sur lequel nous, on va participer avec le ministère des Armées, avec également le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pour voir effectivement si on peut arriver à des relations qu'on estimerait plus équilibrées dans ce domaine-là. Alors après, il y a évidemment ce qu'on fait au niveau européen, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que dans certains domaines, il nous faut s'affranchir de dépendance résiduelle de nos entreprises vis-à-vis de filières ITAR ou EAR, eh bien ça veut dire, et c'est effectivement l'un des axes du Fonds européen de défense, qu'il faut qu'on puisse redévelopper des filières souveraines d'équipements ou de composants. C'est souvent pas raisonnable de dire qu'on arrivera à les rentabiliser à un niveau national, et donc nécessairement c'est pour ça qu'un effort à, je dirais, une échelle européenne peut s'avérer dans ce cas-là pertinent. Ce qu'on fait nous aussi au niveau des programmes, au niveau de la DGA, c'est-à-dire que maintenant, dans notre conduite des programmes, on essaie d'analyser le plus en amont possible tout le potentiel d'exportabilité d'un système avant même qu'il soit conçu. Et donc ça veut dire aussi que, et alors dans ce domaine-là évidemment, chat échaudé craint l'eau froide, on apprend un petit peu de ce qu'ont pu être un certain nombre de blocages ou de difficultés qu'on a pu rencontrer dans le passé. Ça veut dire que dans le cadre de nos nouveaux programmes, on essaie de prendre en compte le plus en amont possible dans la conception cette notion de souveraineté et d'autonomie stratégique qui fera qu'on sera libre, évidemment, d'exercer notre politique régalienne à l'exportation. Deuxième acte dont je voudrais parler très rapidement, c'est ce qu'on fait avec nos partenaires européens. Parce que là aussi, c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire qu'on accepte d'avoir des dépendances croisées, mais il ne faut pas que la consolidation d'une base industrielle et technologique de défense à l'échelle européenne devienne ensuite pour nous, là aussi, un frein à exercer notre politique régalienne en matière d'exportation. Si on fait le SCAF ou le MGCS dans le domaine du char de bataille avec l'Allemagne ou avec l'Espagne, ça ne veut pas dire que notre politique en matière de contrôle des exportations ou de ce qu'on souhaite faire doit devenir totalement alignée avec l'Allemagne ou avec l'Espagne en la matière. Ça veut simplement dire qu'il faut qu'on se dote d'outils, et on est en train de le faire, qui nous permettront à la fois de développer des produits en commun, mais ensuite que chaque pays reste maître de sa stratégie d'exportation. Donc vous savez peut-être que dans ce domaine-là, on a passé en fait un accord avec l'Allemagne, qui a été justement très récemment étendu à l'Espagne, qui permet en fait à chaque pays de disposer et d'exercer librement sa souveraineté nationale pour exporter. C'est-à-dire que ne peut s'opposer à l'exportation le pays avec lequel on a coopéré que s'il y avait une atteinte directe en fait à ses intérêts dès lors qu'il y aurait une exportation par l'autre pays. Donc ça marche à partir du moment où on développe des produits en commun, et ça marche aussi pour une intégration en fait plus étroite de nos supply chains, puisqu'on a introduit en fait une règle, un pourcentage que nous dans notre jargon on appelle de minimis, en dessous duquel effectivement un pourcentage de composants, d'équipements en provenance en fait des sous-traitants du pays étranger ne générera pas un blocage à l'exportation. On a aussi un accord avec les Britanniques, puisqu'on a, comme vous le savez aussi, une intégration très forte de nos entreprises missilières, entre ce qu'on appelle One MBDA, entre MBDA France et MBDA Royaume-Uni, avec des centres d'excellence où chaque pays, je dirais, a renoncé à dupliquer en fait un certain nombre de composants. On a à chaque fois choisi le pays qui était le plus pertinent pour une compétence donnée. Et donc ça veut dire aussi que du coup, il faut qu'on ait un accord dans ce domaine-là, et là on l'a maintenant depuis plusieurs années, avec le Royaume-Uni, qui nous permet là aussi
d'exercer chacun de manière régalienne et souveraine nos politiques dans le domaine de l'exportation. Alors pour finir très rapidement sur, je dirais, ce que change de ce point de vue-là, et de manière évidemment tragique et tout à fait actuelle, le conflit russo-ukrainien, c'est qu'en fait évidemment tout ça accélère cette prise de conscience des États européens qu'il faut évidemment qu'on puisse, et vous l'avez vu, certains pays ont d'ores et déjà augmenté de manière très significative, et ça depuis quelques mois. Il n'y a pas, évidemment, il y a l'Allemagne avec ses 100 milliards, mais il n'y a pas que l'Allemagne, leur effort de défense. Et donc le discours que nous on a avec nos partenaires européens, c'est que évidemment il ne faut pas s'opposer à ce que les États qu'ils souhaitent continuent à acheter américain, c'est leur droit le plus strict, mais d'un autre côté il est tout à fait légitime que l'Europe se dote d'outils ou de continue à faire monter en compétences un certain nombre de, je dirais, de dispositifs. Il y a déjà le Fonds européen de défense, mais le Fonds européen de défense, c'est ce qui nous permettra de disposer de nouveaux produits, de nouveaux développements, de prototypes, mais ça ne permet pas de traiter l'extrêmement court terme. D'où, comme vous l'avez vu, un certain nombre de propositions qui ont été faites de manière récente par la Commission européenne et qu'évidemment nous on soutient pour voir comment en fait on peut faire bénéficier l'industrie de défense européenne de dispositifs qui vont permettre en fait effectivement de recompléter, de produire rapidement ou de remonter en puissance dans une logique effectivement de recomplètement et de redotation des pays d'une part qui ont cédé des armements à l'Ukraine ou qui sont en train de le faire, ou qui évidemment souhaitent monter en puissance très rapidement pour reconstituer leur capacité de défense. Voilà, ça veut dire que oui, l'industrie américaine sait faire, sait proposer des solutions, mais il n'y a pas que elle, l'industrie de défense européenne aussi doit être en mesure de le faire. Raphaël Gauvain, vous sortez de tout ça un peu déprimé finalement, on ne va pas y arriver, on dépendra encore longtemps et du bouclier nucléaire et de l'industrie de défense américaine, ou pour poser la question différemment, est-ce qu'il y a une solution vers une souveraineté? On a un ministre de la souveraineté, mais français, donc national. Est-ce qu'il nous faut un commissaire à la souveraineté? Non, peut-être pour rebondir sur le débat et sur les menaces à venir. La menace sur ces 5 dernières années a évolué. Je pense, on a parlé de corruption et de sanctions. Je pense que sur la corruption, incontestablement, notamment grâce à la loi Sapin 2, on a réussi à recouvrer une partie de notre souveraineté. Notamment, il y a eu l'affaire Airbus. Dans le cas de l'affaire Airbus, il y a eu aussi la Société Générale. Enfin, on a réussi, on a mis en place des instruments qui nous ont permis de recouvrer une souveraineté, notamment en matière judiciaire. On a mis aussi des instruments, on a parlé là rapidement du RGPD. Ça, c'est un instrument qu'on a mis en place au niveau, qui était d'inspiration française, hein, mais qu'on a mis en place au niveau européen. Et là, c'est un instrument européen à vocation extraterritoriale, puisque le RGPD s'applique en France, mais doit s'appliquer aux États-Unis et aux entreprises américaines, et qui est efficace. Et grâce au RGPD, notamment les pépites du numérique américaines se sont adaptées et ont été poursuivies et sanctionnées. Donc on a, par rapport au tableau noir qui a été mis en place et où on peut rien faire, la France peut rien faire, l'Europe est divisée, l'Europe ne peut rien faire, c'est pas vrai. Et notamment ces 5 dernières années, on a mis en place, ce que je vous ai dit hein, dans l'introduction, c'est-à-dire que au-delà de la prise de conscience, de la volonté politique, l'enjeu qui est devant nous, c'est la mise en place de ces instruments juridiques au service de cette politique. Moi, je ne crois pas du tout au grand soir, au déclic, la mobilisation et puis la loi magique ou la directive magique qui, du jour au lendemain, avec l'idée splendide, on va en quelques mois renverser la table et changer tout. Je crois, et d'ailleurs c'est dans le cadre de la construction européenne, je crois à la politique des petits pas.
Et ce qu'on a fait ces 5 dernières années, pas que ces 5 dernières années, mais au niveau français, avec la loi Sapin 2, je vous ai dit aussi en matière de loi de blocage ou de loi d'aiguillage, ce qu'on a fait avec le RGPD, ces instruments-là, ce qu'on met en place, que vous avez cité aussi que la volonté de la Commission avec ce dispositif anti-coercition économique, tout ça fait qu'on avance et que sur ces sujets-là, d'abord, je me répète, mais il y a cette prise de conscience, il y a cette volonté politique, au niveau européen. Alors c'est vrai que l'Europe est encore divisée, que peut-être qu'on arrive à diviser les Américains, mais c'est surtout les Américains qui arrivent à nous diviser. Mais je crois profondément que sur ces sujets-là, il y a une évolution, notamment avec nos amis allemands, alors c'était avant la guerre en Ukraine, mais ce qui s'était passé avec Nord Stream 2, il y avait au sein de la classe politique allemande, et je peux vous dire parce que j'ai eu des échanges avec des collègues du parlementaire allemand, il y a véritablement cette prise de conscience de cette menace qui vient des États-Unis, mais qui vient aussi, vous l'avez évoqué, et c'est là où il y a une évolution, qui vient aussi aujourd'hui et demain de plus en plus de la Chine. Et donc il y a cette prise de conscience, et cette volonté politique de la nécessité au niveau national et européen de s'armer, et en mettant en place ces différents instruments. Sophie Chemla, peut-être sur ces nouvelles menaces, les sanctions, la Russie, la Chine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors moi je partage cette opinion sur le fait que la menace vient de Chine, alors la Russie également, parce qu'il y a des à nos sanctions, les Russes ont mis en place des lois d'expropriation véritable, des contre-sanctions, donc des expropriations véritables des entreprises, et on voit que certaines entreprises françaises en ont fait les frais, où elles ont dû laisser abandonner leurs actifs. Des menaces pour les salariés, au-delà de ça, c'est un enjeu très compliqué pour les industriels français. Puis il y a la Chine. Et la Chine, c'est une menace qu'on ne semble pas voir venir, parce qu'il y a la crise du Covid, qui est un peu pas de prise de conscience directe réelle. Et puis on est très dépendant économiquement de la Chine, le Covid l'a prouvé. On a besoin de la Chine pour acheter du Doliprane. Mais ce qu'on voit, c'est aussi que la Chine a mis en place des lois, et notamment il y a une nouvelle loi équivalente au RGPD qui est bien plus sévère que le RGPD, parce que c'est une loi sur les données personnelles, mais c'est une loi aussi, le PIPL, qui interdit de transférer des données de Chine en Europe ou ailleurs d'ailleurs, ce qui pose des gros problèmes pour les entreprises qui ont des filiales en Chine pour obtenir ce transfert de données, et qui est un vrai frein et quelque chose qui est très très difficile à traiter. Nous on a la chance d'avoir un bureau chinois, donc on peut faire travailler nos bureaux chinois, mais c'est vrai que pour les entreprises, c'est très compliqué de se transférer des données, et il y a ces enjeux-là, avec un contrôle des autorités chinoises surtout. Et il y aura certainement, on le craint, moi je partage votre opinion sur les sanctions chinoises, c'était un peu le débat qu'on avait eu il y a 2 ans, on va se retrouver un peu écartelé entre d'un côté les sanctions américaines qu'on suit, parce que c'est formidable, l'Europe met des sanctions contre la Russie, mais enfin on suit les Américains, et puis on suit les Américains, on dépend de l'Europe, parce que qui va souffrir de l'absence de gaz et de pétrole russe, c'est pas tellement les Américains, ils vont nous vendre leur gaz de schiste, c'est les Européens en premier lieu. Donc il y a des vrais sujets, et je pense qu'il faut une conscience au niveau européen. Les Français, on est trop petits, alors c'est très bien qu'on prenne conscience, il y a des choses qui sont faites, c'est très bien, au plan judiciaire, mais c'est une petite goutte. Et je partage assez votre opinion là-dessus, sur le fait qu'il faut quelque chose au niveau européen, plus fort. Nicolas Ravaille, est-ce que l'avenir serait de passer dans un monde plus fragmenté, tel qu'il est en train de se dessiner en cette année 2022, ou s'accélérer en tout cas, dans une logique de relation du fort au fort, et non pas du faible au fort? Et donc que l'Europe soit, de ce point de vue-là, capable, dans un certain nombre de domaines en tout cas, de oui. Mais de nouveau, l'Europe, elle est assez forte, et elle est assez stratège. Pour moi, la difficulté, c'est d'amener la France à comprendre ça. C'est-à-dire d'amener la France à comprendre que, par exemple,
la volonté européenne, c'est pas une culture défensive. L'Europe, c'est une culture offensive par le commerce extérieur. Donc, on prenait l'exemple de la Chine, Oui, mais pas que, également par le commerce européen. On est le premier client de la plupart des entreprises américaines et chinoises. Vous parlez de numérique, ils sont bien contents de nous protéger des Chinois au niveau européen. L'Europe veut pas se protéger des Chinois. L'Europe dit en revanche à la Chine, vous devez vous ouvrir davantage aux produits européens. C'est ce qu'on essaye de négocier avec eux. Et la grande difficulté, et je rejoins tout à fait ce que vous disiez sur la relation avec la Chine qu'on avait évoquée dans la précédente édition, vous l'avez très bon exemple avec la guerre russo-ukrainienne et le régime des sanctions. Comme on n'a pas d'extraterritorialité du droit européen, ils alignent. Évidemment, c'est pas risqué d'attaquer les intérêts européens. Donc les Chinois ciblent d'abord les intérêts européens avant les intérêts américains, puisque là, il n'y a pas de risque. Donc ils nous attaquent directement. De l'importance de ce que vous avez rappelé, notamment dans vos activités, sur le fait aussi de faire de la prévention, qu'on n'a pas évoqué, mais il faut aussi beaucoup pour les entreprises consulter en amont pour se protéger de ça. Alors, on a des réponses, mais vous savez, la Chine, c'est 90 milliards de déficit commercial pour les Pays-Bas, tous les ans. Et ça, ils ne le gardent pas, ils nous le revendent dans le marché intérieur européen. L'Allemagne, c'est des excédents commerciaux en Chine. Donc vous avez là deux modèles économiques totalement opposés, mais qui créent une convergence d'intérêts pour que l'Europe ne se protège pas, parce qu'elle n'y a pas intérêt de nouveau. Et ce n'est pas la peine en France d'attendre des chimères, dire on se vulnérabilise. Plus on attend des politiques qu'on espère, et pour lesquelles en plus on ne se mobilise pas sur la scène européenne, plus on devient faible, plus on se vulnérabilise, moins on y arrivera. Donc nous, il faut qu'on prenne un angle offensif, comme les autres, et qu'on retrouve le chemin de la production et de l'export, parce que c'est la meilleure des protections. Je dis un tout petit mot sur la défense, en complément de ce que vous disiez. Évidemment, on a le problématique sur la défense de ITAR, on a le problème de la R&D en commun, mais on a surtout le gros problème, et c'est très lié aux négociations, au troc que font certains États membres avec les États-Unis, c'est qu'au moment où on fait ça, on ne lit pas la commande publique. Il ne faut pas faire de R&D avec d'autres États européens, même en étant ITAR-free, même en produisant sur le sol européen, s'ils ne s'engagent pas à acheter au moment où on fait la R&D. Parce que sinon, ils utilisent ça contre nos intérêts. Et c'est la commande publique française qui fait tourner l'industrie allemande au détriment de la nôtre, pendant que eux vont acheter ailleurs. Les hélicoptères Apache, l'A400M, l'avion de patrouille militaire maritime, l'Eurodrone, et je vous épargne le spatial. La guerre des sanctions qu'on a eue entre Européens, la guerre des sanctions avec la Russie, c'est pas une guerre entre l'Europe et la Russie, hein. C'est une guerre entre Européens d'abord. C'est comment positionner les intérêts de nos entreprises européennes par rapport à d'autres concurrents européens. Les Américains, ils ont fait la même chose chez nous aussi, et même entre eux. Hein. C'est aussi une guerre sur le spatial. Thierry Carlier. Oui, voilà. Donc je partage tout à fait, et j'en veux pour preuve d'ailleurs que nous, dans le Fonds européen de défense, c'est ce qu'on serine tous les jours, c'est-à-dire de dire que le Fonds européen de défense, et je suis d'accord, hein, quand je discute avec certains de nos homologues, ils peuvent avoir l'impression que, ah oui, c'est pour faire de la R&D, c'est pour, je dirais, s'occuper de la base industrielle et technologique de défense dans 10 ans, etc. Et nous, on dit non, c'est bien effectivement, et c'est toute la différence avec d'autres programmes, c'est fait pour faire des produits qui, dès le départ, doivent être conçus de manière compétitive. Et ce qu'on dit, c'est que justement, effectivement, il faut qu'on ait des signaux très clairs que les pays qui vont bénéficier de cette manne s'engagent eux-mêmes à acheter les produits qui en seront issus. Parce que sinon, d'ailleurs, et c'est aussi pour ça qu'on leur dit, à l'aune de ça, dans la conception de ces produits et de tout ce qu'on cherche à faire bénéficier du Fonds européen de défense, il faut justement qu'il y ait des critères d'exportabilité et d'être pertinent sur le marché export. Ça doit être pris en compte dès le début. Parce qu'effectivement, sinon, ça peut être une manne qui sert qu'à bénéficier de R&D, et je partage ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à la fin, il peut y avoir le risque, j'achète pas les produits, et j'ai simplement effectivement fait bénéficier mon industrie et mes bureaux d'études, et bon, entre guillemets, quand ça devient sérieux, j'achète du matériel américain. Emmanuel Bitron, sur ça, mais peut-être prolonger la question sur la naïveté de l'Europe. On parle beaucoup aujourd'hui de la taxe carbone aux frontières. Est-ce que c'est pas la nouvelle frontière justement de l'extraterritorialité et de la difficulté d'ailleurs qu'on va peut-être certainement avoir à le mettre en place concrètement? Ça va être considéré comme des mesures anti-dumping et il y aura des problématiques de rétorsion. Je pense qu'en tout cas, la menace de l'extraterritorialité, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui est en permanence en mouvement. Donc il faut qu'on soit autant en mouvement et comme on l'a dit, qu'on soit extrêmement offensif par rapport à toutes les nouvelles formes de menaces
qui ont une potentialité d'extraterritorialité et donc qui peuvent venir brider à la fois notre potentiel ou venir même menacer carrément nos intérêts. Et je crois que ça ne peut être fait que dans une vision très concrète, très opérationnelle. Je pense que sur la question des normes, encore une fois, il y a énormément de choses qui ont été faites, mais vous parlez de la taxe carbone. Moi, je suis convaincu que toute la taxonomie sur la dimension ESG, toutes les réflexions qui aujourd'hui sont drivées par une vision quand même financière anglo-saxonne. Il peut y avoir une ESG européenne. Hein. Donc, il peut y avoir une ESG européenne. On a fait un forum, je vous recommande de regarder Absolument, récemment sur le sujet. Je sais. Sauf que tous les fondamentaux aujourd'hui ne me semblent pas totalement réunis pour qu'on puisse dire qu'on y est. Alors, il y a des éléments positifs, loin de là. comme le devoir de vigilance. Il y a une influence un peu française pour essayer d'en faire un outil européen, mais je pense que ça passe par des choses même encore plus opérationnelles et plus concrètes que ça. Quand on regarde les standards ISO, la présence des Européens et en particulier des Français dans la question des standards ISO, quels que soient les sujets, elle est faible. Donc la capacité à occuper la place, à être dans une logique de soft power sur les normes, c'est pas simplement parce qu'on aura défini des objectifs, c'est dans la capacité, dans toute la durée, à aller les promouvoir. Et c'est comme ça qu'on sera offensif. Donc je pense que ça passe vraiment par des choses très très concrètes et par un alignement des positions des uns et des autres, aussi bien d'ailleurs acteurs publics qu'acteurs privés, pour y arriver. Ça passe pour moi aussi par quelque chose de très concret, qui sont les outils. On a parlé du numérique, on a parlé du cloud, on a parlé du digital. Aujourd'hui, on doit être en capacité d'avoir des outils propres. C'est pas faisable partout, mais comme l'a dit Monsieur Gauvin, c'est à la fois choisir et maîtriser ses dépendances. Je pense qu'il y a des sujets où c'est indispensable. En ce qui nous concerne, ça fait 3 ans qu'on développe une solution de forensique à la française. On est convaincu par rapport à nos enjeux qu'on ne peut pas simplement être avec des outils anglo-saxons quand on a des enjeux aussi stratégiques qui consistent à faire de l'investigation sur support numérique. Bon, je pense que c'est des choses très concrètes comme celle-là qui permettent de se dire, je suis passé du principe à la réalité concrète, c'est-à-dire que je prends en compte la capacité de le faire concrètement. Et je suis souverain, ça veut dire qu'est-ce que je suis capable de mettre en face de cette souveraineté pour l'acter. Et puis je pense que ça passe par une logique d'influence et de contre-influence. Je vous ai cité le cas tout à l'heure d'une entreprise qui, alors qu'elle avait toutes les informations pour démonter le comportement de son concurrent américain, ne l'a pas fait. Alors, vous avez raison, tout ça est rationnel et chacun agit de manière rationnelle. L'Europe agit de manière rationnelle par rapport à sa balance extérieure et l'entreprise que j'ai citée agit de manière rationnelle par rapport à son objectif qui est de ne pas perdre son marché américain et de ne pas se faire rattraper par l'effet de balancier. Sauf que si on se structure et que là aussi on a une forme de continuum entre des actions publiques et des actions privées pour démonter un certain nombre de comportements qui ne respectent pas eux-mêmes ce qu'ils sont censés promouvoir, je pense que là, on passe à côté de quelque chose. Donc pour moi, cette logique-là, elle passe. L'offensif, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire la capacité de se dire, on définit nos cibles, et une fois qu'on les a définies, on se donne les moyens d'aller au bout de ce sujet. Et sur tous les grands appels d'offres internationaux, les services de renseignement américains suivent tous les appels d'offres au-dessus de $200 000. La barre est quand même extrêmement basse. Donc il n'y a pas de raison. Bien sûr, les moyens ne sont pas les mêmes, mais je pense que c'est aussi une capacité de travailler un peu plus en cluster, un peu plus de manière collective, pour se dire que cette action offensive, on arrive à la mener. Je pense que c'est aussi ça. Donc ça passe par des lois, ça passe par une prise de conscience, ça passe par des actions dans les entreprises, mais ça passe aussi par des choses extrêmement concrètes et opérationnelles. Et je finirai par là. Vous l'avez dit sur la dimension carbone. Encore une fois, on a des nouvelles frontières de la conformité et de l'extraterritorialité qui arrivent. On n'a pas intérêt à les rater parce que celles-là, elles vont aller encore plus vite, elles peuvent le faire encore plus mal. Et en plus, philosophiquement, elles peuvent porter des choses qui sont très contraires à ce que l'Europe a toujours porté. Eh bien, merci. Ça sera le mot de conclusion. C'était un débat très intéressant. On a un tout petit peu dépassé, mais pas trop le temps. Donc le résumé, c'est que la souveraineté est partout. Aujourd'hui, vous voyez d'ailleurs dans la terminologie du gouvernement, elle est aversible, elle est également dans l'alimentaire. On n'en a pas parlé, mais ça devient des enjeux de notre époque et de notre futur. Donc à suivre, on en reparlera probablement dans d'autres éditions du Paris Air Forum. Merci de nous avoir écoutés.